Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, de vos paroles aimables de présentation. Le temps étant compté, je vais donc, sans plus tarder, après avoir signalé tout de même que je ressens très fortement l'honneur qui m'est fait de donner cette conférence inaugurale pour ouvrir cette session et le grand plaisir que j'ai à me retrouver ici en présence d'étudiants. Le sujet que j'ai choisi est donc droit international privé et arbitrage commercial international. Et je me suis dit après coup que dans ce haut lieu du droit international public et privé qu'est l'Académie de droit international, il était peut-être un peu présomptueux de placer sur un pied d'égalité l'arbitrage commercial international avec le droit international privé, même si le droit international privé a été placé en premier dans l'intitulé. Les traditions qui délimitent le droit international privé ne sont pas les mêmes dans tous les pays. On peut trouver dans certains pays, l'arbitrage international est englobé dans le droit international privé. Ailleurs, il est laissé en dehors, il est parfois dans un splendide isolement, parfois il est attiré dans le domaine du droit du commerce international. Ce sont au fond des distinctions académiques qui n'ont pas une grande importance, mais qui nous signalent quand même qu'aujourd'hui, le droit de l'arbitrage commercial international est parfaitement connu, identifié, qu'il présente un grand intérêt et qu'évidemment, il n'est pas inintéressant ici de s'interroger sur ses relations avec le droit international privé. Mais beaucoup plus important que le point de vue, le découpage des disciplines académiques, beaucoup plus important est le fait que les litiges qui constituent la trame de l'arbitrage commercial international sont tous constitués d'une matière qui, en soi, relève de façon indiscutable du droit international privé. Les relations commerciales internationales, notamment contractuelles, entre personnes privées ou éventuellement mixtes, entrent de façon évidente dans le domaine du droit international privé, lorsque, en raison de leur internationalité, elles suscitent des conflits de loi, elles soulèvent un problème de détermination de la compétence juridictionnelle ou d'efficacité internationale de la décision obtenue. Je dirais que tous les marqueurs du droit international privé se trouvent au fond mobilisés dans l'arbitrage commercial international. Mais encore une fois, il ne faudrait pas songer aujourd'hui, vu ce qu'est devenu l'arbitrage commercial international, à une véritable absorption de celui-ci dans le droit international privé. C'est que, en effet, l'arbitrage commercial international est devenu aujourd'hui une véritable institution. Une institution qui fait écran entre les opérateurs du commerce international et le droit international privé, dont les règles seraient applicables si l'arbitrage commercial international n'existait pas ou n'était pas présent. En d'autres termes, il s'interpose entre les situations juridiques internationales et les juridictions nationales à qui il vole en quelque sorte, si je puis dire, la compétence. Donc c'est une institution dont on ne peut pas faire abstraction. Et puis, si on le regarde du côté de sa fonction, les choses sont simples. L'arbitrage commercial international exerce une pleine fonction juridictionnelle. Certes, c'est une fonction juridictionnelle qui n'est pas exactement exercée dans les mêmes conditions que celle des juridictions étatiques. Ici, il s'agit d'une juridiction qui est plutôt privée et qui est plutôt transnationale. C'est une justice qui est extérieure, en quelque sorte, à la justice de l'État. Et donc, en définitive, l'arbitrage commercial international apparaît tantôt comme une institution, tantôt comme une juridiction, et c'est sous ces deux angles, c'est ce fil directeur que je suivrai pour exposer devant vous, à grands traits, évidemment, les relations qui ne manquent pas de s'établir entre l'arbitrage et le droit international privé. Je commence donc avec l'arbitrage international considéré comme une institution. La place qui est actuellement occupée par l'arbitrage international comme mode de règlement des litiges des relations économiques internationales conduit en effet à voir en lui une véritable institution. L'utilisation de ce terme d'institution pourrait étonner peut-être pour une justice dont l'une des caractéristiques fondamentales est précisément de ne pas être institutionnalisée.
Certes, l'arbitrage international n'a pas été conçu, n'a pas été édifié comme une institution, mais il l'est devenu. Il est devenu sous l'empire de son propre dynamisme et également en vertu du contexte tout à fait favorable dans lequel il s'est développé depuis plus que 50 ans maintenant. Et si l'on considère, selon une définition classique, qu'une institution correspond, je cite, à une pratique socialement établie et juridiquement sanctionnée, eh bien, l'arbitrage constitue bien une institution. Il s'établit dans un champ social à l'intérieur duquel son objet très particulier, régler des litiges, pas pour le compte de l'État, est reconnu et intégré par les ordres juridiques avec lesquels il entre en contact. Et dans ces conditions, il est légitime de s'attendre à ce que le droit international privé joue un certain rôle dans l'établissement de cette institution. Mais la singularité de l'arbitrage international a conduit le droit international privé à privilégier ses méthodes les moins usuelles, laissant, ce qui est plus classique, la question des conflits de loi un petit peu à la périphérie de la construction de cette institution qu'est l'arbitrage commercial international. Alors commençons par cette méthode un peu inhabituelle, méthode conventionnelle et règles matérielles. Le fonctionnement de l'arbitrage international est entravé par deux obstacles qu'il a fallu absolument surmonter, faute de quoi son développement se serait trouvé irrémédiablement compromis. La base de la compétence des tribunaux arbitraux, vous le savez, repose sur une convention d'arbitrage qui est conclue par les parties. L'arbitrage a absolument besoin de la reconnaissance la plus large de cette convention d'arbitrage. Seule cette reconnaissance est de nature à obtenir le retrait des juridictions étatiques lorsque celles-ci auraient compétence sur le litige qui est confié à une juridiction arbitrale. Tel fut l'objectif très tôt entrevu du protocole de Genève du 23 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage. Et le deuxième obstacle qui se dresse sur la route du développement de l'arbitrage international, c'est celui de l'efficacité internationale de la sentence. Et tel fut l'objet, obtenir l'efficacité internationale de la sentence, de la Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. La Convention des Nations Unies de New York du 10 juin 1958 a rendu obsolètes ces deux conventions pionnières. Vous connaissez son titre, Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Son titre indique qu'elle est centrée sur l'exécution à l'étranger, mais le titre est mensonger. L'article 2 de la Convention de New York est consacré à la reconnaissance des conventions d'arbitrage. Et donc, en définitive, cette convention a donc supplanté ces deux devancières en englobant les deux objets qu'elles traitaient chacune de leur côté. Elle a modernisé les règles applicables et accentué la faveur à l'arbitrage. Son succès est considérable, puisque vous savez qu'elle est aujourd'hui ratifiée par plus de 150 États. Et je citerai simplement, à côté de la Convention de New York, beaucoup moins importante, mais fort intéressante, la Convention dite européenne de Genève de 1961, qui a exercé moins d'influence, mais qui a abordé avec une grande perspicacité certaines des questions qui n'entraient pas directement dans l'objet de la Convention de New York. Donc, la voie conventionnelle a été privilégiée. Elle a entraîné avec elle l'utilisation de la méthode des règles matérielles de façon très largement prédominante. Et donc, à l'internationalité de la matière, dite arbitrage international, correspondent des règles matérielles apportées par les conventions et qui fournissent les solutions spécifiques qui ont paru indispensables et les mieux adaptées aux auteurs des conventions. Cependant, aucune des conventions existantes à l'heure actuelle n'a pour ambition de traiter l'intégralité de la matière arbitrage. Chacune se limite à son objet propre et de nombreuses et importantes questions du droit de l'arbitrage sont laissées de côté.
Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que pour les pays les plus intéressés à la promotion de l'arbitrage, et aujourd'hui qui n'est pas intéressé à la promotion de l'arbitrage, eh bien, il est apparu nécessaire de compléter en quelque sorte le travail qui a été initié au niveau de la communauté internationale par l'adoption de lois sur l'arbitrage ou par la modernisation de lois archaïques pour ceux qui disposaient de lois remontant au XIXe siècle en général. C'est ainsi que depuis une bonne quarantaine d'années, de très nombreuses lois relatives à l'arbitrage, interne comme international, sont venues s'ajouter aux conventions internationales laissées en l'état parce qu'il est tellement difficile de réviser une convention internationale que pour l'instant, personne ne s'est risqué à essayer de toucher à la Convention de New York. Alors, il y a donc aujourd'hui de nombreuses lois nationales en matière d'arbitrage. Ces lois nationales provoquent-elles finalement des conflits de lois qui seraient tout de même dommageables en soi à l'établissement d'un corpus juridique international nécessaire au développement de l'arbitrage international? D'abord, disons que les conflits de loi en la matière sont très limités. Ils sont très limités pour deux raisons. La première raison tient à l'existence de la loi type de la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, qui date de 1985. La loi type a été l'instrument d'une ambition qui était parfaitement adaptée aux besoins de l'époque. Puisque l'arbitrage international commençait d'être vraiment en plein essor dans ces années 80, enfin 70-80, le monde avait besoin non pas d'accroître dans l'enthousiasme ou dans une certaine confusion la diversité des réglementations, mais au contraire besoin de réaliser, sinon l'unification, en tout cas une harmonisation des réglementations. Ça a été l'objet de la loi type. Elle n'a pas visé à la complétude, elle n'a pas prétendu à la perfection, mais elle a essayé de trouver le dénominateur commun le mieux adapté pour que le plus grand nombre de pays possible puissent ne pas s'écarter des canons de l'arbitrage international tels qu'ils étaient façonnés par la loi type. Et donc, en homogénéisant les lois sur l'arbitrage, la loi type a ainsi raréfié les vrais conflits de loi, selon une expression américaine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent sans doute. Le deuxième élément qui permet de raréfier les conflits de loi en matière d'arbitrage, c'est le choix du facteur de rattachement. On affirme généralement que les lois des États qui sont consacrées à l'arbitrage sont applicables aux arbitrages en fonction du lieu où se trouve établi le siège de l'arbitrage. Chaque arbitrage déterminé étant pourvu d'un siège unique, celui-ci détermine par voie de conséquence la loi d'arbitrage applicable. Le siège ferait ainsi figure de facteur de rattachement aux yeux d'une règle de conflit de facture bilatérale selon le modèle dominant en droit international privé. Et ainsi, chaque procédure d'arbitrage particulière se localiserait au siège de l'arbitrage dont la loi lui est applicable. Cette présentation, qui est la présentation généralement faite, n'est pas fausse, bien sûr, mais elle me paraît cependant prendre bien des libertés avec la réalité. La grande majorité des lois d'arbitrage applicables à l'arbitrage international comportent en effet une disposition substantielle fixant leur champ d'application dans l'espace. Et à cette fin, elles se réfèrent presque systématiquement au siège de l'arbitrage, en disant qu'elles sont applicables en matière internationale et aux arbitrages dont le siège est situé sur le territoire auteur de la réglementation. Vous voyez donc, si vous connaissez le droit international privé, qu'en réalité, ces dispositions correspondent au modèle de la règle de conflit unilatérale et pas à des règles de conflit bilatérales. Le résultat n'est pas très différent, mais nous remarquons quand même qu'aucune règle bilatérale n'a jamais été édictée en la matière par aucun État. Il y a donc, sur la réalité que l'on peut observer quand on lit les lois d'arbitrage, une sorte de saga bilatéraliste, conflictualiste, qui se déploie et dont l'achèvement se trouve dans l'utilisation du concept de lex arbitri. La lex arbitri, vocable latin qui draine avec lui une certaine majesté,
fait penser à la lex contractus. La loi applicable au contrat correspond au nom de lex contractus. Il y aurait donc, en matière d'arbitrage international, une loi applicable qui serait la lex arbitrii. Je crois cependant que, au sujet de la lex arbitrii, dont ni l'intérêt ni l'existence ne doivent être remises en cause en tant que telles, il faut tout de même faire preuve d'un petit peu de modestie, parce que, si vous voulez, il me semble que dire que l'arbitrage international, que chaque arbitrage est soumis à sa lex arbitrii, c'est un petit peu tailler un costume trop petit pour l'arbitrage commercial international. Il y a 3 raisons à cela. La première raison, rappelons d'abord que l'arbitrage international n'a jamais été considéré comme un objet de réglementation devant laisser un blanc-seing aux législateurs nationaux. Le rôle des conventions internationales, que j'ai déjà évoquées, en fournit la preuve. Il résulte de la Convention de New York de 1958 que le droit de l'arbitrage international est clairement fondé non sur la détermination du droit national auquel sera soumise chaque procédure arbitrale, mais sur un système favorable à l'efficacité de l'arbitrage dont les lignes de force sont tracées par les règles matérielles issues des traités. Deuxième raison, l'objectif ainsi défini veut donc que le fonctionnement de l'arbitrage international ne soit ni entravé par les frontières, ni perturbé par la diversité, même modérée, des lois nationales applicables. Et le moyen privilégié qui est retenu en premier lieu afin de satisfaire cet objectif, c'est la mise en place d'un système international de coordination entre les ordres juridiques étatiques avec lesquels chaque procédure arbitrale entre en contact. Et pour la Convention de New York, je l'ai déjà dit, cette coordination, elle s'effectue à 2 niveaux. D'abord le niveau des conventions d'arbitrage et ensuite le niveau de l'effet et de l'efficacité internationale de la sentence. Nous voyons donc, avec cette deuxième observation, que la mission qui est confiée ici au droit international privé ne se situe pas au niveau des conflits de loi. Il s'agit plutôt pour le droit international privé, par l'entremise de sa branche droit conventionnel, de structurer souplement l'arbitrage dans sa configuration internationale et non pas de le corseter sous l'empire de la loi d'un État. Les conflits de loi, aux yeux de la Convention de New York, sont choses secondaires. Ils ne constituent pas l'ossature du système qui est mis en place. Et ceci correspond bien à la reconnaissance implicite du fait que l'arbitrage commercial international est une véritable institution, apte en tant que telle à assurer son propre fonctionnement et dont il s'agit seulement d'instituer au mieux les rapports avec les ordres juridiques avec lesquels il entre inévitablement en contact. La coordination est presque tripartite entre un État, un autre État qui a un lien avec l'arbitrage et l'institution elle-même de l'arbitrage. Troisième observation sur ce point, en définitive, il y a bien une lex arbitrii applicable à chaque procédure arbitrale, si on veut, mais il me semble qu'il faut quand même admettre que l'arbitrage international ne peut pas faire l'objet d'une véritable monolocalisation, mais qu'il fait l'objet d'une plurilocalisation. La lex arbitrii est donc l'élément dominant mais non exclusif de cette plurilocalisation. Il faut admettre que dans l'arbitrage international, il y a 2 pôles d'attraction irréductibles qui se manifestent. Il y a le siège de l'arbitrage. Au fond, on a pris le siège à la place de... On aurait dû prendre la convention. Le plus intéressant, c'est la convention et la sentence. Mais vous ne pouvez pas régler un problème de conflit de loi en prenant comme rattachement une convention. C'est trop mobile. Donc, la convention ne pouvant être prise comme modèle, on est passé au siège de l'arbitrage. Et c'est ça la plurilocalisation, le siège de l'arbitrage, qui entraîne avec lui la détermination de la lex arbitrii, qui présente l'avantage de fixer l'ordre juridique cadre de l'arbitrage en début de procédure. Et quand on arrive à la sentence,
presque tout l'arbitrage s'incarne dans la sentence arbitrale. La lex arbitri est perdue de vue. Ce qui compte, c'est la loi du pays d'exécution, sauf sur la question de l'annulation. Alors, pour conclure cette première partie, je dirais, face à l'arbitrage international, le droit international privé, nous l'avons vu, a déployé les moyens qui étaient nécessaires sans en abuser. Face à une institution qui ne s'est pas toujours imposée sans rencontrer de résistance, mais qui est devenue aujourd'hui incontournable, l'arbitrage, le droit international privé a accompagné celle-ci davantage qu'il n'a cherché à obtenir sa soumission. Et le résultat de ce mode d'intervention me paraît très positif. La Convention de New York a créé le biotope juridique indispensable à l'épanouissement de l'arbitrage international. Les conflits de loi, heureusement évités, ont laissé le champ libre à des règles matérielles issues des traités comme des lois nationales, établies dans un esprit collaboratif et donc plutôt universaliste que nationaliste ou particulariste. Ainsi, l'institution de l'arbitrage international confirme son existence, proclame et démontre son autonomie, qui est absolument indispensable à la fonction de justice transnationale qu'elle entend remplir. Venons-en maintenant au deuxième aspect de l'arbitrage. L'arbitrage considéré non plus comme une institution, mais considéré fonctionnellement, sous l'angle plus facile à concevoir, d'une juridiction. Si nous considérons l'arbitrage international comme une juridiction, donc dans sa fonction juridictionnelle, je crois que le premier point consistera pour nous à situer cette juridiction dans le concert. Il faut qu'elle arrive à s'insérer dans le concert des juridictions étatiques. Ensuite, une fois la sentence rendue, il convient de savoir, et là encore le droit international privé aura son mot à dire, il convient de savoir quel est le sort qui sera fait à la sentence et quelle sera son efficacité internationale. Et ici, les voies de recours ont une importance considérable. Et puis enfin, mais là je me tournerai non plus vers un arbitrage déterminé vu dans ses relations avec les justices étatiques, mais du point de vue à l'intérieur de l'arbitrage, vu du côté des arbitres, est-ce que les arbitres n'auront pas à appliquer le droit international privé eux-mêmes dans l'accomplissement de leur mission? Et est-ce que ce sera de la même façon que les juges? Ou bien est-ce qu'il y aura des raisons de penser que le droit international privé des arbitres n'est pas exactement le même que celui des juges? Commençons par l'insertion de la juridiction arbitrale dans le concert des juridictions. L'arbitrage international se présente donc comme offrant une possibilité supplémentaire aux parties qui pourraient avoir un litige commercial international. Elles peuvent non seulement porter leur affaire devant une juridiction étatique, qu'elles auront peut-être choisie par une clause attributive de juridiction ou qui s'imposera en raison des règles qui tiennent compte des liens objectifs entre l'affaire et la juridiction, ou bien les parties pourront choisir l'arbitrage international. Mais tout le problème va être de savoir comment s'articule cette compétence de la juridiction arbitrale avec celle des juridictions étatiques. Elle apparaît comme une sorte de mouton noir parmi les moutons blancs, cette juridiction arbitrale. Est-ce qu'elle va pouvoir s'insérer aisément? Premier point, le fondement de la compétence arbitrale ne nous retiendra, mais très peu, parce que la question est bien connue, même des non-spécialistes du droit de l'arbitrage. Vous savez que le fondement de la compétence d'un tribunal arbitral, c'est la volonté des parties, exprimée dans la convention d'arbitrage. Je souligne que ce fondement volontariste est exclusif de tout autre fondement. Contrairement à ce qui se passe pour la justice étatique, il n'existe pas de chef objectif de compétence
en faveur de l'arbitrage international. Ici, la juridiction ne préexiste pas au litige. C'est au contraire le litige qui donne vie à la juridiction. Et pour cela, le consentement des parties est indispensable. Ce mouvement est amplifié par les règles matérielles qui favorisent l'efficacité de la convention d'arbitrage, comme par exemple la fameuse règle, le fameux principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal. Voilà pour le fondement de la compétence arbitrale qui nous indique qu'il y a une possibilité. Mais comment cette possibilité d'insérer l'arbitrage parmi les juridictions étatiques va-t-elle jouer concrètement ? Concrètement, une difficulté surgit parce que nous allons devoir procéder à l'articulation concrète entre une procédure arbitrale et une procédure étatique. Le problème ne se pose pas lorsque les parties sont d'accord sur la compétence, mais fréquemment les parties sont en désaccord sur la compétence. Et donc, si elles sont en désaccord sur la compétence, notamment parce que l'une des parties prétend qu'il n'y a pas lieu à arbitrage, parce que la convention d'arbitrage n'existe pas, ou parce que la convention d'arbitrage n'a pas été transmise, ou qu'elle n'est pas applicable, elle ne vise pas ce type de litige, ou même qu'elle n'est pas valable, nous risquons d'avoir donc un conflit entre la partie qui veut porter le litige devant une juridiction étatique et celle qui veut le porter devant une juridiction arbitrale. Où est le problème du droit international privé ici ? Le problème du droit international privé est que la compétence de la juridiction étatique dépend de règles de droit international privé. La compétence d'un tribunal arbitral dépend des règles du droit de l'arbitrage. Mais nous voyons bien que quand il y a litige, nous sommes à la charnière entre deux univers. Alors comment est-ce qu'on peut le régler ? On le règle au moyen d'une règle absolument fondamentale que l'on trouve déjà dans la loi type de la CNUTSI à l'article 16.1, le principe bien connu de la compétence de la compétence. Ce principe de la compétence a été placé du côté du droit de l'arbitrage. Il présente deux faces, une face positive et une face négative. Dans sa face positive, ce principe donne au tribunal arbitral le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence. C'est un pouvoir qui semble parfaitement justifié. Il est l'apanage de tout juge et l'arbitre, en tout cas fonctionnellement, est un juge. Donc, en se déclarant compétent, le tribunal arbitral affirme sa compétence et en même temps, il neutralise vraisemblablement la compétence potentielle qu'aurait eue une juridiction étatique. Mais cette neutralisation ne pose aucun problème, car nous devons observer que l'existence même de la convention d'arbitrage a supprimé la compétence étatique. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais le principe de la compétence-compétence possède aussi une face négative. Sa face négative signifie que ce principe ne joue pas seulement devant les arbitres, où les arbitres l'appliquent positivement pour dire « sommes-nous ou non compétents », mais qu'il se déploie aussi jusque devant le tribunal étatique qui serait saisi par contestation de la compétence arbitrale. Et cette phase négative, si on la suit, va tout simplement empêcher les juges, le tribunal, la juridiction étatique, de se prononcer sur la compétence arbitrale. Donc vous le voyez, la face négative du principe de la compétence-compétence donne une extension du principe qui jouait devant les arbitres en empêchant les juges de se prononcer sur le problème qui devient exclusivement, qui peut être exclusivement réglé par le tribunal arbitral lui-même. Ce principe trouve application dans les deux cas de figure auxquels on peut être confronté. Le tribunal étatique a été saisi en premier, le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, ou le tribunal arbitral a été saisi en premier, le tribunal étatique est saisi ensuite, et nous avons deux juridictions qui sont saisies en même temps. L'intérêt du principe de la compétence, de l'effet négatif de la compétence, c'est qu'il se refuse absolument à donner aux parties qui voudraient contester la compétence arbitrale un moyen qui est très souvent utilisé de façon dilatoire. Les arbitres étant des juges
sont a priori censés être parfaitement aptes à juger de leurs compétences, et on s'aperçoit que la contestation de la compétence des arbitres est souvent faite à tort, voire même de mauvaise foi. Alors, l'idée, c'est de laisser aux arbitres, avec quelques rares exceptions, la possibilité d'imposer eux-mêmes la solution sur leurs propres compétences, et le tribunal étatique n'intervenant éventuellement que tout à fait à la fin de l'arbitrage si un contrôle vient à être exercé sur la sentence arbitrale. Ce principe négatif de la compétence-compétence n'est pas universellement admis, loin de là. Son origine, c'est le droit français de l'arbitrage international, dont vous savez qu'il est très en pointe en matière d'arbitrage international. La Suisse n'est pas loin de le rejoindre actuellement. L'Inde, récemment, a rejoint ce principe. Beaucoup de pays le critiquent néanmoins en considérant qu'il est plus simple de laisser au juge le soin de se prononcer sur la compétence arbitrale. C'est possible que ça ait un intérêt dans un certain nombre de cas, mais néanmoins, on peut avoir des doutes sur la valeur universelle de la position d'un juge qui dirait « je suis compétent dans un cas, bien qu'il y ait une convention d'arbitrage ». Est-ce que ça veut dire que la convention d'arbitrage, pour autant, n'a pas de validité et ne peut pas être utilisée? Non. Surtout que ce juge, le plus souvent, n'aura pas dit que la convention d'arbitrage est annulée. Donc, la solution semble quand même une solution utile et bonne. Elle est en voie de s'étendre. Je dois dire que, récemment, on a pu avoir un souci dans l'Union européenne en raison d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt West Tankers, rendu le 10 février 2009, dans lequel il y avait un problème de anti-suit injunction que je ne peux absolument pas développer ici, mais dans lequel, au fond, vous aviez une procédure d'arbitrage contre une partie qui soutenait qu'une affaire relevait de la compétence d'une juridiction italienne. Et la Cour de justice, à qui on a posé une question préjudicielle, a considéré que les juridictions européennes, si leurs compétences étaient contestées sous prétexte qu'il y a une clause d'arbitrage, eh bien, devaient avant tout se prononcer elles-mêmes sur cette question sans laisser aux tribunaux arbitraux la possibilité de le faire. L'arrêt West Tankers ne peut pas être considéré à l'heure actuelle en Europe comme ayant établi une jurisprudence définitive et incontestable. Nous souhaitons vivement, effectivement, qu'il n'en soit rien, car cette solution serait catastrophique pour l'arbitrage international. Le deuxième point auquel j'arrive maintenant, c'est celui de l'architecture des recours contre la sentence. En supposant que nous sommes arrivés à la fin de l'arbitrage et que la sentence a été rendue. Vous savez que lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue, il y a deux types de recours possibles. Il y a soit un recours direct contre la sentence au pays du siège de l'arbitrage, soit un recours indirect contre la sentence dans n'importe quel pays dans lequel une partie, la partie gagnante, se prévaut de sa sentence pour en demander l'exéquatur. Le système de reconnaissance et d'exéquatur des sentences arbitrales, vous l'avez déjà compris, a trouvé sa solution première dans la Convention de New York de 1958. Le système, je ne le détaillerai pas, il n'est pas très différent du système que nous connaissons en droit international privé à propos de l'effet des jugements étrangers. L'esprit est à peu près le même, simplement les règles ont été adaptées à l'arbitrage, puisque la justice arbitrale n'est pas rendue dans les mêmes conditions que la justice étatique. Les questions qui se posent ne sont pas toutes exactement les mêmes. Mais le mécanisme, grosso modo, est le même. On peut donc dire ici que le droit international privé a inspiré le droit de l'arbitrage international, ou si l'on veut, qu'il s'est adapté au droit de l'arbitrage international. Il n'en va pas tout à fait de même pour l'annulation. L'annulation d'une décision de justice étatique, vous le savez, ne peut avoir lieu que devant une juridiction supérieure du pays dans lequel la juridiction est intervenue. Et la décision annulée se trouve privée de tout effet, aussi bien dans son ordre juridique d'origine que dans tout autre ordre juridique. C'est une question de répartition des compétences fondée sur la souveraineté des États. Il n'y a ni difficulté ni discussion. Mais malheureusement, le système n'est pas le même. Dans l'arbitrage international, on ne peut pas appliquer les mêmes principes. À l'égard des sentences arbitrales, il n'existe pas, sauf dans l'arbitrage CIRDI, il n'existe pas à l'heure actuelle de système international
ou transnationale d'annulation des sentences. L'annulation des sentences arbitrales se fait donc devant une juridiction étatique qui exerce une sorte de dédoublement fonctionnel. Et la juridiction étatique qui aura compétence en matière d'annulation, vous le savez, c'est une juridiction du pays du siège de l'arbitrage. On arrive ainsi à un système qui peut être présenté simplement et qui paraît simple, clair et rigoureux. La décision d'annulation rendue dans un pays acquiert immédiatement une portée systémique qui est spécifique. Le juge de l'annulation du pays du siège de l'arbitrage jouit d'une compétence exclusive et sa décision produit des effets au niveau mondial. Donc c'est un système qui repose sur une certaine conception des relations entre la justice étatique et la justice arbitrale. Rien d'absurde là-dedans, mais on s'aperçoit que depuis une quinzaine d'années, au fond, le consensus qu'il y avait sur ce système a été brisé. Il a été brisé en raison d'une résistance dans un certain nombre de pays, la France, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, une certaine résistance à admettre que lorsqu'une décision d'annulation d'une sentence arbitrale a été prise dans un pays, s'y s'impose automatiquement à tous les autres pays. Et il y a plusieurs raisons qui ont été données, je ne peux pas les détailler, mais parfois l'annulation n'est donnée que pour une raison purement locale qui ne paraît pas pouvoir être clairement internationalisée. Alors, à l'heure actuelle, la situation, je crois, est la suivante, et vous verrez que le droit international privé et le droit de l'arbitrage se trouvent parfois en opposition. Vous avez donc une première solution possible qui est celle que j'ai décrite à l'instant, le système clair et dominant où l'annulation, arbitrage international avec une certaine conception, l'annulation s'impose dans le monde entier. La sentence qui a été annulée n'existe plus. Elle n'existe plus pour personne, nulle part. Vous avez maintenant un deuxième courant. Le courant de la résistance, le plus dur, c'est celui qui vient de France. Celui qui vient de France consiste à dire qu'une sentence arbitrale n'étant jamais intégrée dans l'ordre juridique d'un État, l'annulation ne produit pas d'effet à l'étranger. Donc on admet en France de donner l'exéquatur à une sentence qui a été éventuellement annulée dans un pays étranger. La solution française a été présentée jusqu'à présent comme étant une solution sans aucune nuance. Je ne suis pas certain que dans les années à venir, certaines nuances n'apparaîtront pas. Mais pour l'instant, elle apparaît sans nuance. Donc disons que c'est la deuxième position, c'est la position dure. Il y a une troisième position, devant l'opposition entre la position 1 et 2, il y a une troisième position qui est apparue. Elle est apparue ici, aux Pays-Bas, de la part de la Cour suprême des Pays-Bas. Elle a consisté, pour régler le problème, à essayer de le résoudre en faisant appel exclusivement au droit international privé, en disant, après tout, si nous voulons savoir si nous devons donner effet à une annulation intervenue à l'étranger, demandons-nous si la décision d'annulation est une décision qui, selon les règles du droit international privé, s'imposerait dans notre pays ou non. Et donc on regarde si la décision d'annulation pourrait avoir effet dans le pays où la sentence est invoquée ou ne pourrait pas avoir effet. On a donc trois systèmes et actuellement on a une sorte de schisme. Le problème n'est pas réglé dans l'arbitrage international. On va encore en discuter pendant longtemps et on n'aura peut-être même jamais de solution unitaire. Une seule question pour terminer sur ce point. Que dit la Convention de New York ? La Convention de New York ne dit pas grand-chose de définitif. Elle a bien tenu compte du fait qu'une sentence pouvait avoir été suspendue ou annulée à l'étranger, mais elle n'a pas fait une obligation de ne pas donner effet à cette sentence. Et de plus, la Convention de New York, à son article 7, autorise tous les pays qu'ils veulent d'avoir des règles plus libérales et plus favorables à l'exécution des sentences. C'est pourquoi en France, nous disons, nous appliquons l'article 7, et donc, comme nous n'avons pas dans notre droit de l'arbitrage le cas de la sentence annulée, nous continuons à donner effet à une sentence qui aurait été annulée à l'étranger. J'arrive enfin à la dernière question, celle du règlement des conflits de loi. Nous changeons, si vous le voulez bien, légèrement de perspective. Nous sommes maintenant devant le tribunal arbitral, et le tribunal arbitral se trouve face, comme n'importe quel tribunal, en matière internationale, à un conflit de loi qu'il doit résoudre. Alors, comment va raisonner le tribunal arbitral ? Va-t-il appliquer de façon classique le droit international privé ? Je crois que non.
mais je crois que pour l'expliquer, il faut faire deux observations, et ces deux observations ayant été faites, j'en tirerai les conséquences pour finir. Première observation. L'arbitrage international est une justice à base contractuelle. C'est évident, vous le savez déjà. Mais la base contractuelle de l'arbitrage se manifeste, nous le savons, d'abord dans le fait que l'arbitrage est une justice choisie par les parties au moyen d'une convention, mais ça va même plus loin. L'aspect contractuel de l'arbitrage se manifeste aussi dans l'organisation contractuelle de l'arbitrage entre les parties et entre les arbitres et l'institution d'arbitrage. Il est donc permis de concevoir comme une conséquence immédiate de cette situation la base purement contractuelle de tout l'arbitrage. Le recours, donc permis de concevoir comme une conséquence immédiate de cette situation, le recours universellement répandu au principe d'autonomie, autonomie de la volonté, sur la question du droit applicable au fond du litige, ainsi d'ailleurs qu'à une procédure arbitrale. Alors bien sûr, on peut m'objecter en me disant « mais le principe d'autonomie, c'est la loi applicable, c'est la règle de conflit applicable en matière de contrat. On ne voit pas pourquoi en matière d'arbitrage, le principe d'autonomie parfaitement justifié devant les juges ne jouerait pas aussi devant les arbitres du commerce international. Je ne dis pas le contraire. Bien entendu, la règle de conflit, principe d'autonomie, est tout à fait justifiée devant les arbitres comme devant les juges. Ce que je dis simplement, c'est que la contractualisation globale de l'arbitrage international fait que le principe d'autonomie se situe pour lui à un niveau supérieur à la règle de conflit. Donc, c'est totalement l'arbitrage lui-même dans lequel les parties peuvent décider du droit applicable au litige, indépendamment même du point de savoir si il y aurait ou il n'y aurait pas un conflit de loi en matière de contrat. Donc, le principe d'autonomie joue, mais il joue ici en tant que règle de l'arbitrage davantage qu'en tant que règle de conflit. Le deuxième principe que je voulais évoquer, j'irai très vite, c'est le fait que l'arbitrage international n'a pas de l'ex-phorie. Pas de l'ex-phorie dans l'arbitrage international, nous le savons, les arbitres du commerce international n'ont pas de l'ex-phorie. La lex arbitri n'est pas la lex-phorie. La lex arbitri, c'est la loi applicable à l'arbitrage international. La lex-phorie, c'est la loi du juge, ou ce serait la loi de l'arbitre, adossée à un ordre juridique qui s'impose à lui. Or, l'arbitre, quand il exerce sa fonction d'arbitre, n'a pas un ordre juridique qui s'impose à lui. Il n'a pas de lex-phorie. Et donc, il n'a pas de règle de conflit de loi qui s'impose à lui. On le voit très nettement lorsqu'on examine le droit suisse de l'arbitrage international, parce que la Suisse est un pays très favorable à la lex arbitri, mais qui démontre néanmoins qu'elle n'impose absolument pas aux arbitres d'utiliser la lex arbitri comme une lex-phorie. Alors, la conséquence de cet état de fait, et je terminerai très rapidement là-dessus, eh bien, c'est que au niveau du règlement des conflits de loi en matière d'arbitrage, le principe d'autonomie, lorsqu'il s'applique, et il suffit pour cela de lire dans une loi d'arbitrage ou dans un règlement d'arbitrage institutionnel la question droit applicable au fond du litige, le principe d'autonomie joue de façon épurée par rapport à ce qu'il est dans les lois nationales, dans les règles de conflit de loi, et il ouvre généralement des possibilités beaucoup plus grandes aux parties, notamment appliquer non pas seulement la loi d'un État, mais appliquer des règles de droit, quelles qu'elles soient. En matière de localisation objective, d'application objective de la loi, alors qu'il n'y a pas de choix des parties, là encore, quand vous regardez le droit de l'arbitrage, vous avez une règle qui paraît rudimentaire, qui donne aux arbitres toute possibilité, toute latitude de déterminer pratiquement par n'importe quelle méthode le droit applicable au fond du litige lorsque les parties, encore une fois, n'ont manifesté aucune volonté. On est très loin des règles de conflit très élaborées et assez complexes que l'on trouve dans le règlement européen sur les conflits de loi en matière de contrat. Et la seule chose qui peut poser problème à un tribunal arbitral, parce que tout ce que je viens de dire ne pose aucun problème, la seule chose qui peut poser problème, c'est qu'il n'a pas de système de conflit de loi qui s'impose à lui, et donc les règles générales des conflits de loi que l'on trouve en général, il ne sait pas très bien où il va les trouver. Mais le besoin est parfois réduit pour lui. Prenez les qualifications.
Il n'y a pas de qualification légéphorie pour un arbitre, mais ça n'est pas très grave, car très souvent, un arbitre n'a pas besoin de qualifier, étant donné que le choix même de la loi laissée aux parties ne pousse pas à un problème de qualification. Deuxième problème, le statut de la loi étrangère. Il n'y a pas de loi étrangère devant les tribunaux arbitraux, toutes les lois sont étrangères, et donc il y a simplement un problème de contenu, de détermination du contenu du droit applicable, qui se règle d'une façon assez différente de la façon dont il se règle devant les juges, mais on commence à savoir comment faire. Et la troisième question, c'est l'ordre public international. Logiquement, l'ordre public international d'un tribunal arbitral, c'est uniquement l'ordre public transnational. En définitive, vous le voyez, le droit international privé qui est appliqué par l'arbitre se trouve exposé à de sérieuses distorsions, et on se représente mieux à ce moment-là à quel point le droit international privé tel que nous le connaissons et tel qu'il vous sera enseigné ici est tributaire de la présence de l'État et de sa justice. Au niveau de la justice transnationale que représente l'arbitrage, le droit international privé apparaît comme dépourvu de colonne vertébrale, décentré en quelque sorte, sans la présence d'un ordre juridique étatique de référence. Et se dégage alors, presque invinciblement, l'idée d'un fort arbitral de substitution ou d'un ordre juridique arbitral pour les esprits les plus audacieux. Je vous remercie.